Il y a des jours où l'on se lève en ayant l'impression de porter le poids du monde sur les épaules. Il n'y a ni motivation, ni direction, et tout semble accablant. L'esprit se remplit de doutes, de pensées négatives, d'une fatigue émotionnelle profonde. Et on en vient à se demander, pourquoi est-ce que je me sens si faible? Pourquoi est-ce si difficile de rester fort face aux problèmes? C'est comme si quelque chose en nous s'était brisé, comme si notre force mentale s'était tout simplement volatilisée. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais pas les stoïciens. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 11 clés profondément stoïciennes qui peuvent t'aider si tu te sens mentalement faible. Ce ne sont pas des conseils creux, ni des phrases de motivation lancées au hasard. Ce sont des principes qui ont traversé les siècles. Des philosophies forgées dans le feu des pires épreuves, des idées nées dans les prisons, l'exil, en pleine guerre, dans la perte et dans ces silences intérieurs que seuls ceux qui ont connu l'obscurité peuvent comprendre. 1. Accepte que tu ne peux pas tout contrôler et embrasse cette vérité comme un cadeau. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on se sent mentalement faible, accablé, vidé, c'est parce qu'on porte un poids qui ne nous appartient pas. On passe sa vie à vouloir tout contrôler, chaque détail, chaque réaction des autres, chaque résultat, chaque conversation, chaque malentendu, chaque erreur, chaque pensée. Et cela, honnêtement, c'est une bataille perdue d'avance. Personne ne peut tout contrôler. Personne. Même pas les sages stoïciens. La différence, c'est que le savaient et l'acceptaient. Épictète disait quelque chose qui m'a profondément marqué, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est si simple, si direct, et pourtant si puissant. Parce que quand tu comprends cela vraiment, quelque chose change en toi. Tu cesses de te battre contre l'univers. Tu cesses de t'épuiser mentalement à vouloir que tout se passe exactement comme tu l'as imaginé. Tu cesses de t'obséder avec le comportement des autres, avec le fait d'être compris ou reconnu. Et là, à cet instant précis, commence à naître une paix que tu n'avais jamais connue auparavant. Accepter que tu ne peux pas tout contrôler, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui échappe à ta maîtrise. C'est rediriger cette force intérieure vers ce que tu peux réellement influencer, tes pensées, tes actions, ton attitude, ta réponse. Parce que, même si tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, tu peux toujours contrôler ce que tu fais de ce qui t'arrive. Un exemple, imagine que tu es en pleine tempête. Le vent souffle, la pluie tombe, les éclairs grondent. Tu ne peux pas arrêter la pluie. Tu ne peux pas empêcher la tempête. Mais tu peux chercher un abri. Tu peux rester debout. Tu peux fermer les yeux, respirer profondément, et te rappeler que cela ne durera pas toujours. Voilà l'attitude stoïcienne. Quand tu cesses de vouloir tout contrôler, ton esprit soudain s'allège, se libère. Tu commences à voir les choses plus clairement. Tu deviens plus résilient, plus serein. Tu ne te brises plus à chaque obstacle. Tu ne te noies plus dans chaque erreur. Tu deviens fort, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu choisis comment réagir même quand tout va mal. Ce principe, aussi simple puisse-t-il paraître, est l'un des fondements les plus puissants de la force mentale stoïcienne. Car en lâchant prise sur le contrôle, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment, ta croissance, ta tempérance, ton équilibre intérieur. Alors si aujourd'hui tu te sens mentalement faible, arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui ne dépend pas de moi? Et lorsque tu l'identifies, relâche-le. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Tu as des choses plus précieuses à préserver, ta paix, ton esprit, ton âme. 2. Entraîne ton dialogue intérieur comme s'il était ton meilleur ami, et non ton pire ennemi. Soyons clairs, la voie la plus dangereuse n'est pas toujours celle des autres. Bien souvent, c'est la tienne. Cette voix intérieure qui ne cesse de te critiquer, qui te répète, tu n'es pas assez bon, tu vas encore échouer, tu n'y arriveras pas, tous les autres sont meilleurs que toi. Cette voix qui, sans que tu t'en rendes compte, sabote ton moral, ton énergie, et ta confiance en toi. Et comment ne pas se sentir faible mentalement quand l'ennemi habite dans ta propre tête? Les stoïciens savaient cela mieux que personne. Marc Aurèle, qui était empereur et portait le poids d'un empire entier sur ses épaules, a écrit dans ses pensées pour moi-même une phrase qui semble écrite pour toi et moi. La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Et c'est là le point essentiel, tu ne peux pas avoir un esprit fort si ton dialogue intérieur est empoisonné. Tu ne peux pas être résilient si, chaque fois que tu tombes, c'est toi-même qui t'écrases encore plus. Tu ne peux pas avancer si ta voix intérieure est celle qui te tire en arrière. C'est pourquoi,
quand tu te sens mentalement faible, l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire est d'examiner la manière dont tu te parles. Pose-toi la question honnêtement, si ton meilleur ami te parlait comme tu te parles à toi-même, serait-il vraiment ton ami? Si la réponse est non, alors tu sais déjà par où commencer. Car l'esprit ne se renforce pas uniquement avec de la volonté ou des exercices physiques. Il se renforce aussi avec des mots, des affirmations, des rappels, de la compassion. Cela ne veut pas dire se mentir ou se répéter des phrases vides comme « je suis incroyable » si tu ne le ressens pas. Cela signifie plutôt te parler avec la clarté et la fermeté d'un bon maître ou d'un véritable ami. Cela veut dire te dire « oui, tu passes un mauvais moment, mais tu en as déjà surmonté d'autres. » Ou « oui, ça fait mal, mais ça ne va pas te détruire. » Ou encore « tu es fatigué, mais tu n'es pas fini. » Imagine ceci, à chaque fois que tu te parles, tu sèmes quelque chose dans ton esprit. Que sèmes-tu? De la peur ou du courage? Du doute ou de la confiance? Ce que tu portes à l'intérieur, tu le récoltes à l'extérieur. Un esprit faible ne naît pas toujours des circonstances extérieures. Il naît souvent d'une voix intérieure qui blesse depuis des années. Mais cela peut changer. Et ça change avec de la pratique, de la répétition, de la conscience. Car chaque fois que tu choisis de te parler avec respect, avec vérité, avec amour-propre, tu réécris l'histoire en toi. Ne sous-estime pas le pouvoir de cela. Entraîner ton dialogue intérieur n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est la différence entre abandonner ou continuer. Entre te haïr ou t'accepter. Entre sombrer ou guérir. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à te parler durement, arrête-toi. Respire. Change le script. Parce que si ta tête doit résonner d'une voix toute la journée, autant qu'elle soit une voix qui te construise, et non une qui te détruise. 3. Fais ce que tu as à faire, même si tu n'en as pas envie. L'action guérit plus que 1000 pensées. C'est, honnêtement, l'une des clés les plus difficiles. Car quand on se sent mentalement faible, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'agir. Ton corps te supplie de rester allongé, de fixer le plafond, de t'isoler, d'éviter tout ce qui demande un effort. Et je comprends, on est tous déjà passés par là. Mais c'est justement dans ces moments que le stoïcisme agit comme une lumière dans le brouillard. Les stoïciens n'attendaient pas que leurs émotions s'alignent pour passer à l'action. Ils agissaient. Sans envie. Sans inspiration. Sans motivation. Parce qu'ils savaient que si l'on attendait d'être dans le bon état d'esprit pour vivre, on ne vivrait jamais vraiment. Et ça, c'est de l'or pour toi si tu te sens fragile intérieurement aujourd'hui. Écoute cette phrase de Sénèque. L'action est le remède des âmes hésitantes. L'action. Le mouvement. Pas la théorie. Pas des pensées interminables. Pas des analyses sans fin. Ce qui commence vraiment à reconstruire ton esprit, c'est cette petite décision quotidienne de faire ce que tu sais être bon pour toi, même si tu n'as pas la force de le faire. Et attention, ça n'a pas besoin d'être grandiose. Il ne s'agit pas de partir à la conquête du monde. Il s'agit de faire ton lit. De marcher 10 minutes. De lire une page de ce livre que tu as laissé de côté. De te doucher. De ranger ton espace. De passer un seul appel. De faire un seul pas. Parce que quand tu fais ça, même si ça te coûte, même si tu es triste, même si tu es brisé, tu envoies un message clair à ton esprit. C'est moi qui décide. Pas toi, la peur. Pas toi, la paresse. Pas toi, l'anxiété. As-tu remarqué comment, quand tu es mentalement affaibli, tout te semble insurmontable? Les tâches les plus simples paraissent énormes. Mais quand tu fais enfin quelque chose, n'importe quoi, il se produit comme un déclic. Une petite étincelle de force. Et là, tu comprends que tu n'étais pas si perdu. Tu étais simplement déconnecté de ta capacité à agir. La clé ici, c'est de comprendre ceci, tu n'auras pas toujours envie. Mais si tu n'agis que lorsque tu en as envie, ta vie sera gouvernée par l'inertie. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient une chose devenue rare aujourd'hui, agir malgré. Malgré la douleur. Malgré la peur. Malgré la fatigue. Et non pas comme des robots, mais comme des êtres humains qui comprennent que le mouvement crée l'énergie, et non l'inverse. Alors si aujourd'hui tu sens que ton esprit est faible, ne cherche pas à tout résoudre dans ta tête. Sors de là. Agis. Fais quelque chose. N'importe quoi.
Que ton corps te rappelle que tu as encore du pouvoir, que tu peux encore répondre, que tu peux encore choisir. Parce que quand tu agis, tu reviens. Et chaque petit pas, même minuscule, est une déclaration. Je suis encore là. Je suis encore debout. Je ne me suis pas encore rendu. 4. Entoure-toi de silence, même s'il est inconfortable. C'est là que ton esprit commence à guérir. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler étrange dans ce monde moderne, mais que les stoïciens savaient déjà il y a plus de 2000 ans, le bruit constant affaiblit l'esprit. Et je ne parle pas seulement du bruit physique, même si lui aussi compte. Je parle du bruit mental, émotionnel, numérique. Ce bombardement incessant de notifications, de nouvelles, de réseaux sociaux, de problèmes des autres, de drames inutiles. Tout cela ne te laisse pas une seule seconde de répit. Le pire, c'est que souvent, ce bruit, nous le cherchons nous-mêmes sans nous en rendre compte. Parce que oui, le silence est inconfortable. Il te laisse seul face à tes pensées, à tes peurs, à tes questions sans réponse. Mais c'est justement pour cela qu'il est si nécessaire. Car c'est là, dans le silence, que tu commences à voir avec clarté ce qui se passe en toi. Et c'est exactement ce dont un esprit affaibli a le plus besoin, de la clarté. Marc Aurèle l'a dit ainsi, la tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit. Dans ton propre royaume. Et comment peux-tu mettre de l'ordre dans ton esprit si tu vis dans le désordre du bruit extérieur? Tu ne peux pas. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi, si tu te sens affaibli, l'un des cadeaux les plus puissants que tu puisses t'offrir, c'est de t'éloigner, ne serait-ce qu'un moment, et de t'asseoir dans le silence. Sans distraction. Sans fuite. Juste toi, avec toi-même. Je sais que ce n'est pas facile. Le silence confronte. Il te montre des vérités que tu as évitées. Il te force à regarder en toi. Mais il te donne aussi des réponses. Il te rend ton pouvoir. Il te permet d'entendre ce que ton âme essaie de te dire depuis longtemps, mais que tu ne voulais pas écouter. Et cela ne signifie pas que tu dois aller vivre en ermite dans une montagne ou faire une retraite spirituelle. Non. Cela signifie éteindre ton téléphone pendant quelques heures. Sortir marcher sans écouteurs. Rester 5 minutes en silence après ton réveil ou avant de dormir. Cela signifie arrêter de remplir chaque seconde de stimulation juste pour éviter de ressentir. Écoute bien, un esprit qui n'a pas d'espace pour le silence est un esprit qui ne guérira jamais complètement. Parce que le silence est l'endroit où se fait la véritable reconstruction intérieure. C'est là que tu commences à distinguer quelles sont vraiment tes pensées, et lesquelles t'ont été imposées. C'est là que tu cesses de réagir automatiquement, et que tu apprends à répondre avec sagesse. C'est là que les brumes mentales qui te font te sentir faible et perdu se dissipent. Et je vais te dire une chose de plus, quand tu apprends à être à l'aise dans le silence, tu commences à devenir invincible. Parce que tu ne dépends plus du bruit extérieur pour te sentir vivant. Tu ne fuis plus devant toi-même. Tu n'as plus peur de ton esprit. Tu le connais, tu le comprends, tu le maîtrises. Alors cherche le silence. Fais-en une habitude. Pas comme une corvée, mais comme un refuge. Parce que c'est là, sans bruit, sans masque, sans opinions extérieures, que commence la véritable force mentale. 5. Souviens-toi, la douleur est temporaire, mais la résistance est éternelle. Tu peux résister bien plus que tu ne le crois. Cette partie est difficile. Parce que quand tu traverses un moment mentalement éprouvant, tout te semble éternel. La douleur paraît infinie. L'angoisse ne te quitte pas. L'anxiété semble sans fin. Et ton esprit, dans son état le plus faible, commence à raconter une histoire, cela va durer pour toujours. Mais laisse-moi te dire une vérité que les stoïciens comprenaient avec une clarté incroyable, rien ne dure pour toujours. Ni le bon, ni le mauvais. Épictète l'a dit avec une sagesse percutante, ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu veux. Souhaite qu'ils se passent comme ils doivent se passer, et tu seras heureux. Autrement dit, ne lutte pas contre la réalité. Accepte-la. Traverse-la. Mais ne la rends pas éternelle dans ton esprit. Quand on est mentalement faible, on se convainc que la douleur est la fin du chemin. Que si ça fait si mal, c'est qu'il y a quelque chose de cassé en toi. Que si tu es triste, fatigué ou submergé, c'est parce que tu n'as pas la force que les autres ont. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que tu es au cœur de la tempête. Et vu de l'intérieur, la tempête paraît toujours plus sombre. Mais les tempêtes passent, elles aussi.
Et que faisaient les stoïciens dans ces moments-là? Ils ne se victimisaient pas. Ils ne fuyaient pas. Ils ne s'abandonnaient pas. Ils ne se noyaient pas dans les plaintes. Ce qu'ils faisaient, c'était résister. Ils respiraient profondément. Ils se tenaient fermement et disaient, « Cela ne va pas me briser. » Parce qu'ils savaient que l'âme humaine a une capacité infinie de récupération, si on lui permet de résister suffisamment longtemps. C'est ce que je veux te transmettre ici, résiste. Pas parce que tu dois souffrir inutilement, pas parce que tu es un martyr, mais parce que chaque jour où tu tiens bon, ton esprit s'entraîne. Chaque jour où tu te lèves, même sans envie, ton caractère se forge. Chaque moment où tu choisis d'avancer malgré le poids, ton esprit se renforce. Je vais te dire quelque chose que j'ai constaté encore et encore, la douleur, aussi immense soit-elle, a toujours une limite. Toujours. Mais ta capacité à résister, à t'adapter, à te transformer à travers elle, n'a pas de plafond. Alors ne te demande pas, quand est-ce que ça va se terminer? Demande-toi plutôt, quelle personne suis-je en train de devenir en traversant cela? Parce que c'est cela qui compte. C'est cela qui reste. La douleur passera. Mais la personne que tu seras après avoir résisté, elle, restera pour toujours. Et crois-moi, cette personne sera plus forte, plus sage, et plus solide que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. 6. Développe une routine quotidienne qui t'ancre, même si tu n'en as pas envie. Je vais te dire une vérité inconfortable. Quand ton esprit est faible, chaotique, épuisé, la dernière chose qu'il désire, c'est de la structure. Ce qu'il veut, c'est fuir, improviser, procrastiner, laisser la journée filer entre tes doigts sans aucune direction. Mais c'est justement là, dans ce prétendu repos, que tu t'enfonces encore plus. Car sans routine, la vie s'efface. Elle devient une montagne russe émotionnelle. Et ton esprit, déjà fragile, s'épuise encore davantage à essayer de survivre dans ce désordre. C'est pour cela que les stoïciens étaient de fervents adeptes de la discipline quotidienne. Non pas parce qu'ils étaient obsédés par le contrôle, mais parce qu'ils comprenaient que l'âme humaine a besoin d'ancrage, de points de repère, d'habitudes qui te reconnectent à l'essentiel, surtout lorsque tout autour de toi semble chaotique. Sénèque le disait sans détour, la constance est le remède des âmes vacillantes. Et je ne pourrais être plus d'accord. Parce qu'avoir une routine choisie par toi-même signifie que, peu importe ton état émotionnel, tu sais déjà quoi faire. Tu as une carte, une direction, une base. Quelque chose de solide sur lequel t'appuyer lorsque tout le reste tremble. Attention, je ne parle pas de routines militaires impossibles, ni d'emploi du temps parfait. Je parle de quelque chose de plus simple, plus humain, mais profondément puissant. Par exemple, se lever toujours à la même heure, même fatigué, prendre quelques minutes pour respirer profondément avant de toucher ton téléphone, lire une page d'un bon livre, sortir marcher, écrire tes pensées, faire ne serait-ce que 10 minutes d'exercice, manger en pleine conscience, dormir à une heure raisonnable. C'est simple, mais ça change tout. Les routines ne te limitent pas, elles te libèrent. Car au lieu de dépenser ton énergie chaque jour à décider quoi faire, tu sais déjà. Cela donne à ton esprit du repos, de l'ordre, de la structure, de la paix. Tu te sens perdu? Crée une routine. Tu te sens faible mentalement? Tiens-toi à cette routine. Pas parce que tu en as envie, mais parce que tu sais qu'elle te construit, qu'elle te relève, qu'elle est ton ancre lorsque la mer est agitée. Et crois-moi, le simple fait d'accomplir ce que tu as décidé, même une seule chose dans la journée, est déjà une victoire. Une victoire silencieuse, mais puissante. Une victoire qui te rapproche, chaque jour, de ta force intérieure retrouvée. 7. Apprends à observer tes émotions sans Y identifier. L'esprit fort ne réagit pas, il choisit. Ce que je vais te dire peut complètement transformer ta manière d'affronter la vie, si tu le comprends vraiment. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas ta tristesse, ni ton anxiété, ni ta colère, ni tes pensées négatives. Tu ressens tout cela, oui, mais tu n'es pas cela. Et bien que cela paraisse philosophique, c'est en réalité un outil pratique que les stoïciens utilisaient chaque jour pour rester forts mentalement, même dans la douleur, l'injustice ou la perte. Ils ne refusaient pas de ressentir. Au contraire, ils ressentaient tout, mais sans se laisser emporter. Ils observaient ce qu'ils ressentaient avec clarté, avec recul, avec sagesse. Marc Aurèle l'exprimait avec une limpidité impressionnante, « Si cela fait mal au corps, laisse le corps l'endurer. Si cela fait mal à l'intérieur, demande-toi si ta raison l'accepte. »
Et si ce n'est pas ta raison qui l'approuve, alors ne l'accepte pas. C'est puissant, parce que cela nous rappelle qu'on peut ressentir de la colère sans crier, de la tristesse sans sombrer, de la peur sans se paralyser. Et c'est cela qui fait toute la différence entre un esprit faible et un esprit fort, la capacité de ressentir sans se laisser dominer. Mais alors, comment fait-on? En observant. En respirant avant de réagir. En mettant un nom sur ce que tu ressens, je ressens de l'anxiété. Je ressens de la frustration. Cela m'a blessé. Et ensuite, en te posant la question, que puis-je faire de cela? Quelle réponse me construit davantage? Car c'est ce que fait un esprit entraîné à l'art stoïcien. Il ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne se laisse pas non plus emporter par l'émotion comme par une vague incontrôlable. L'esprit faible réagit, explose, se victimise, se referme. L'esprit fort, au contraire, choisit. Il choisit comment répondre, quand parler, quand se taire. Il choisit à quelle pensée accorder de l'attention, et laquelle ne mérite même pas une seconde. Et voici ce qu'il faut retenir, il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être conscient. De comprendre que si tu laisses tes émotions diriger ta vie sera une montagne russe permanente. Et cela, ça épuise. Ça brise. Tu vis alors comme une feuille emportée par le vent. Mais quand tu apprends à faire une pause, à respirer avant d'agir, à te dire, ce n'est qu'une émotion, elle va passer, je n'ai pas besoin de prendre une décision depuis cet état, alors tu construis quelque chose d'invisible à l'extérieur, mais de profondément ancré à l'intérieur, ton centre. Ce centre est ton refuge. C'est cet espace mental où tu peux revenir quand tout tremble autour de toi. Et cet espace ne se construit qu'avec de la pratique, de la connaissance de soi, et le courage de ne pas te laisser emporter par chaque impulsion. Alors la prochaine fois que tu sens qu'une émotion te submerge, arrête-toi. Observe-la. Nomme-la. Et ensuite, choisis comment agir. Parce que la véritable force mentale ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans le fait de ne pas laisser ce que tu ressens décider à ta place. 8. Élimine ce qui est superflu. Parce que la simplicité fortifie, l'excès épuise. Parfois, on croit que notre faiblesse mentale vient d'un problème complexe, profond, émotionnel. Et oui, c'est parfois le cas. Mais d'autres fois, non. Parfois, c'est juste que nous sommes trop chargés. Trop de tâches. Trop de distractions. Trop d'objets accumulés. Trop d'objectifs en même temps. Trop de conversations creuses. Trop d'inquiétudes qui ne sont même pas les nôtres. Et forcément, l'esprit sature. Parce que l'excès épuise. Les stoïciens étaient amoureux de la simplicité. Non pas parce qu'ils étaient des minimalistes modernes, mais parce qu'ils comprenaient qu'une vie simple permet une paix intérieure. Sénèque disait, « N'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. » Et cette phrase dit tout. Bien souvent, ce n'est pas que tu manques de temps, d'énergie ou de ressources. C'est que tu essaies de faire trop, d'avoir trop, de gérer trop. Et dans cette tentative d'embrasser l'excès, c'est ton esprit qui se brise. Quand tu es mentalement faible, la solution n'est pas ajoutée. C'est retirer. Retirer ce qui te draine sans rien t'apporter. Retirer les habitudes qui n'apportent rien. Retirer les conversations qui te volent ta paix. Retirer les objectifs qui ne sont pas vraiment les tiens. Retirer ce qui ne s'aligne pas avec ce que tu es ou ce dont tu as besoin maintenant. Et c'est là tout le point, il ne s'agit pas de vivre une vie vide, mais une vie intentionnelle. Une vie où tu choisis ce qui te nourrit, ce qui t'élève, ce qui te donne de la clarté. Et pour ça, parfois, il faut faire de la place. 9. Renforce ton corps pour renforcer ton esprit. Le corps et l'esprit sont bien plus connectés que tu ne le crois. Il y a quelque chose que nous négligeons souvent lorsque nous parlons de faiblesse mentale, c'est le corps. Oui, le corps. Ce véhicule dans lequel nous habitons chaque jour, et que nous traitons parfois comme une machine inépuisable. Sans repos, sans soin, sans respect. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que l'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées. Ils forment un seul et même système. Si le corps est épuisé, l'esprit s'effondre. Si le corps reste immobile, l'esprit se fige. Si le corps est intoxiqué, l'esprit se brouille. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils n'étaient pas seulement des penseurs assis toute la journée à philosopher. C'étaient aussi des hommes de discipline physique. Marc Aurèle, par exemple, entraînait son corps avec la même régularité qu'il entraînait son caractère.
Il savait que la force mentale commence souvent par la manière dont tu prends soin de ton corps. Épictète le disait ainsi, ni le corps ne se renforce sans exercice, ni l'âme sans difficulté. Quelle comparaison puissante! Car au final, corps et âme ont besoin d'exercice, d'effort, d'attention. Voici la clé, quand tu sens que ton esprit est faible, bouge-toi. Va marcher, cours, fais des étirements, utilise le poids de ton propre corps, monte et descends des escaliers, peu importe, mais bouge. Le mouvement physique a un effet direct sur tes pensées. Il commence à dissiper le brouhaha mental, à libérer la tension, à générer des substances qui te font te sentir plus éveillé, plus vivant, plus capable. Et ce n'est pas pour des raisons esthétiques ou pour atteindre un corps idéal. C'est par respect, pour ta santé, pour la connexion avec toi-même. Car quand tu deviens plus fort physiquement, même avec des routines simples, ton esprit commence à croire de nouveau en ta capacité. Il commence à faire confiance, à respirer. Et cela va au-delà de l'exercice physique. Il s'agit aussi de bien dormir, de manger avec intention, de t'hydrater, de te reposer quand ton corps en a besoin, de ne pas lui demander l'impossible ni de l'abandonner complètement. Un esprit épuisé dans un corps épuisé ne peut pas résister. Tu veux retrouver ta force mentale. Commence par traiter ton corps comme ce qu'il est, ton allié. Prends en soin, renforce-le, écoute-le. Quand tu fais de l'exercice, que tu manges bien, que tu respectes tes cycles naturels, non seulement tu te sens plus fort, mais tu constates aussi que tu es capable de créer des habitudes, de tenir tes promesses, de rester debout. Et ça, mentalement, c'est de l'or pur. 10. Affronte ce que tu évites, car fuir ne fait que multiplier la peur. Celle-ci risque de faire mal, mais c'est l'une des plus importantes si tu veux vraiment renforcer ton esprit. Parce que nous évitons tous quelque chose à un moment donné. Nous évitons les conversations inconfortables, vérifier nos finances, prendre des décisions difficiles, regarder en face ce qui nous fait souffrir. Nous croyons que c'est une forme de protection, mais en réalité, c'est un piège. Ce que tu évites aujourd'hui te poursuivra demain. Et ce que tu ne veux pas affronter grandit. Il grandit avec de l'anxiété, de la culpabilité, de l'insomnie, de l'angoisse. Sans t'en rendre compte, cette fuite devient un voleur silencieux de ton énergie mentale, une fuite constante qui t'affaiblit de l'intérieur. Les stoïciens ne prônaient jamais l'évitement. Bien au contraire, ils croyaient qu'il fallait regarder la vie en face, même dans sa forme la plus dure. Sénèque l'a exprimé avec une honnêteté brutale, celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne le faut. Et comment souffrons-nous avant l'heure? En évitant. En imaginant ce qui pourrait arriver. En nourrissant la peur. En alimentant l'angoisse. Et plus on évite, plus cela nous consume. Quel est l'antidote? Affronter. Pas dans l'impulsivité, mais avec courage. Avec clarté. Avec maturité. Car lorsque tu fais face à ce qui te coûte, ton esprit commence à se renforcer comme par magie. C'est comme si une étincelle s'allumait à l'intérieur de toi et disait « Je l'ai fait ». Ce n'était pas aussi grand que je le croyais. Tu n'as pas besoin de tout résoudre en un jour. Il ne s'agit pas de régler toute ta vie en une seule conversation. Il s'agit d'y aller pas à pas. Choisis une chose que tu repousses depuis longtemps et dis-toi « Aujourd'hui, je l'affronte ». Cela peut être envoyer ce mail qui t'angoisse, demander pardon, demander de l'aide, clore un chapitre, ou simplement accepter que quelque chose doit prendre fin. Le pouvoir réside dans le fait de te diriger vers ce que tu évites. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu sais que fuir n'est plus une option. Et lorsque tu fais cela, ton esprit t'en est reconnaissant, je te le promets. Parce que tu lui dis, je ne laisse plus la peur me gouverner. Et chaque fois que tu fais cela, chaque fois que tu affrontes l'inconfort, ta confiance augmente. Ton estime de toi se répare. Ton énergie revient. Alors demande-toi avec sincérité, qu'est-ce que tu évites et que tu sais devoir affronter? Peu importe ce que c'est, fais le premier pas. Car dans ce pas, il y a plus de puissance que dans 1000 belles pensées. 11. Remercie même au milieu du chaos, car la gratitude est le muscle de la force intérieure. Écoute, quand on se sent mentalement faible, la dernière chose qu'on veut entendre, c'est qu'on doit être reconnaissant. On pense, être reconnaissant de quoi? De la douleur? De l'anxiété? Du vide que je ressens? De tout ce qui me manque? Et je comprends. Car quand tu es en pleine tempête, tout ce que tu vois, c'est l'obscurité. Mais justement, c'est là, au cœur du chaos,
que la gratitude prend tout son sens. Pas comme un acte forcé, mais comme un exercice de perspective. Les stoïciens n'utilisaient pas la gratitude comme une mode ni comme une liste à remplir chaque matin. Ils la considéraient comme une manière de rester solide quand tout tremblait. Comme un rappel que, même si l'extérieur est en ruine, l'intérieur peut rester debout s'il se concentre sur ce qui est encore là. Marc Aurèle l'a écrit dans son journal personnel. Ne perds pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Souviens-toi que ce que tu possèdes aujourd'hui a peut-être été un jour ce que tu désirais tant. Puissant, non? Combien de fois sommes-nous si obsédés par ce qui nous manque que nous oublions ce que nous avons déjà? L'esprit devient faible lorsqu'il oublie ce qui tient encore debout. Et la gratitude, aussi simple qu'elle paraisse, est comme une lampe torche dans cette obscurité. Je te le dis avec le cœur, pratiquer la gratitude ne change pas magiquement ce qui t'arrive, mais cela transforme ta manière de le vivre. Tu commences à voir que tu as encore un corps qui te soutient, un esprit qui, bien que fatigué, continue de se battre. Des gens qui t'aiment, même s'ils ne te le disent pas toujours. Des possibilités, du temps, la vie. Et si aujourd'hui tu ne trouves rien de grand pour lequel être reconnaissant, commence par le petit. Par le simple fait de respirer. D'avoir encore de l'espoir. De pouvoir fermer les yeux. Par ce message que quelqu'un t'a envoyé et qui t'a fait sourire. Par ce rayon de soleil qui est entré par la fenêtre. Par le fait d'être ici, en train de lire ces lignes, avec l'intention d'aller mieux. Parce que cela, même si tu ne le vois pas, c'est de la force en mouvement. La gratitude, quand elle devient une habitude, agit comme un bouclier mental. Elle te protège du rôle de victime, elle te protège du désespoir, elle te ramène au présent. Et à partir de là, tu peux commencer à te reconstruire. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.